Au Nigeria, des déplacés par la rébellion de Boko Haram protestent contre leurs conditions de vie dans un camp. Ils préfèrent retourner chez eux. Bientôt l'élection à la tête de l'ANC en Afrique du Sud. Nkosazana Dlamini Zuma bat campagne. Au Zimbabwe, on parle de l'arrestation de l'opposant Mawarire. Le pasteur a été arrêté en plein culte. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Manifestation dimanche dans les rues de Maïdougouri dans l'état du Borno au Nigeria. Des milliers de déplacés par la rébellion du groupe djihadiste Boko Haram ont protesté contre les conditions de vie déplorables dans leur camp. Ils étaient près de 3000 déplacés du camp de Dalori à défiler dans les rues de Maïdougouri. Ils s'insurgent en effet contre les manques d'eau et de nourriture ainsi que les conditions épouvantables dans lesquelles ils vivent. Ces hommes, femmes et enfants en provenance de la deuxième ville de l'état du Borno, Bama, ont également appelé les autorités à les laisser retourner chez eux et reconstruire leur vie. Nous en avons marre de cette politique. Nous voulons revenir dans notre village. Nous avons payé un loyer. Comme moi, j'ai payé 130 000 par an. Cela fait maintenant 4 ans que j'attends. Troubles alimentaires, maladies, ils tuent nos pères et nos mères. Nous n'avons rien en retour. Venez, vous verrez. Nous sommes là à cause du terrorisme. J'aimerais maintenant retourner à Bama. Maintenant. Avant sa prise par Boko Haram en septembre 2014, Bama comptait 270 000 habitants et était un carrefour commercial majeur. Lorsqu'elle a été reprise par l'armée en mars, elle avait été détruite à 85% par les insurgés. Il faudrait, selon les autorités de l'État du Borno, 93 800 000 d'euros pour reconstruire Bama. Différent à propos de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux pays se sont engagés dimanche à respecter la décision du tribunal international du droit de la mer promettant de collaborer. Selon le tribunal, le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire, comme l'affirmait Abidjan, qui considérait avoir un droit exclusif d'exploitation des hydrocarbures dans une zone offshore disputée. Fini les querelles, Abidjan et Accra affirment leur ferme volonté de travailler ensemble afin de consolider et à intensifier leurs relations fraternelles de coopération et de bon voisinage. Direction l'Afrique du Sud à présent, campagne en Afrique du Sud en vue de la présidence du Congrès national africain. Nkosazana Dlamini Zuma, ex-épouse du président sud-africain Jacob Zuma, a tenu son premier rassemblement de campagne. C'était dimanche à Harding, après avoir retrouvé jeudi un siège de député. Nkosazana Dlamini Zuma, 68 ans, qui a fait son retour jeudi sur les bancs du Parlement, ne fait pas partie des ténors du Congrès national africain. Mais elle passe pour favorite de la course à la présidence du parti. Elle pourra ensuite prendre celle du pays lors des élections de 2019. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous nous battons tellement. Mais je dis simplement, si nous avons un programme avec lequel nous sommes d'accord, nous ne devrions pas nous battre. Pas dans l'ANC, pas dans l'Alliance. L'ANC doit être forte et être unie en tout temps. Il y a des gens dans ce pays qui appartiennent à ce pays, comme le dit la Charte de la liberté, mais qui n'ont pas de terre, qui sont sans terre. Donc parler de la terre ne va à l'encontre de personne. Nous avons besoin de cette terre et nous devons l'avoir si ce pays doit prospérer. Le pays sera beaucoup mieux avec une femme comme présidente. Comme l'a dit Nelson Mandela, nous sommes tous égaux. Il n'y a personne qui soit meilleur qu'un autre. Nous sommes tous 50-50. Je pense qu'une femme dirigera très bien ce pays. Plus que par son parcours, elle est connue par son nom. Ministre puis patronne de l'Union africaine, elle reste aux yeux de tous l'ex-femme du sulfureux président sud-africain Jacob Zuma.
Ce soutien a vite été perçu comme une manœuvre. Dans le rang de l'opposition, il se dit qu'en l'installant à sa succession, le président veut garantir son immunité dans les dossiers judiciaires où il est accusé. Arrestation dimanche au Zimbabwe du pasteur Evan Mawarire. Ce leader de la contestation anti-Mugabe a été arrêté en plein service religieux. Ce après qu'il eut diffusé une vidéo sur les problèmes économiques du Zimbabwe. Evan Mawarire n'est pas à sa première expérience d'interpellation au Zimbabwe. Le pasteur charismatique avait informé sa congrégation de son arrestation imminente dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo diffusée, le pasteur Mawarire a interrompu le service religieux pour informer les fidèles de la présence de la police. Son avocat a ensuite confirmé l'arrestation en disant qu'il avait été accusé de submersion contre un gouvernement constitutionnel. Samedi, il avait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant de longues files d'attente devant des stations-service en raison de la pénurie de carburant au Zimbabwe qui souffre d'un manque de devises. Actuellement, le pasteur Mawarire, qui a fondé le mouvement populaire This Flag, est poursuivi pour mauvaise conduite et incitation à la violence après avoir pris la parole devant des étudiants en grève. Il est prévu qu'il soit déféré devant un tribunal pour des accusations séparées de tentatives de renversement du gouvernement. À la base, le pasteur Mawarire, qui n'est affilié à aucun parti politique, avait lancé début 2016 sur les réseaux sociaux une campagne de protestation contre le gouvernement. Le mouvement s'était éteint face à la brutale répression ordonnée par le président Robert Mugabe. Au Kenya, qu'il vous souvienne qu'à la suite de la dénonciation par l'opposant Raila Odinga des piratages des résultats des élections présidentielles, la commission électorale du pays avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir d'éventuelles responsabilités. Le parquet kenyan vient officiellement de saisir la police afin que les clarifications qui s'imposent au sujet du dossier soient apportées. Le parquet kenyan a donné un coup d'accélérateur à l'ouverture de l'enquête en cours à l'encontre de la commission électorale mise en cause pour irrégularité et actes illégaux présumés commis dans le déroulement de la présidentielle d'août dernier. Ont été instruites pour mener l'enquête à la police et l'agence anticorruption. Selon le directeur des poursuites publiques au Kenya, l'enquête doit être achevée dans un délai de 3 semaines. Uhuru Kenyatta, le président sortant, déclaré vainqueur avec 54,27% des voix contre 44,74% pour Raila Odinga. Le candidat de l'opposition avait vu sa réélection invalidée le 1er septembre suite à la saisine de la Cour suprême par l'opposition. Une nouvelle élection a alors été envisagée, initialement prévue pour se tenir le 17 octobre. La nouvelle élection a dû être reportée au 26 octobre. De nombreux doutes demeurent toujours quant à la capacité de la commission électorale à organiser le scrutin dans les temps. La Constitution prévoit en effet que la nouvelle élection doit être organisée dans les 60 jours suivant la décision de la Cour suprême, soit d'ici le 31 octobre. Et en Tunisie, le ministre tunisien des droits de l'homme a fait savoir que son pays s'engageait à ne plus imposer aux homosexuels de se soumettre à un test anal en cas de poursuite pour leurs pratiques sexuelles. Une décision consécutive à l'engagement pris ces derniers jours auprès de l'ONU par le gouvernement tunisien de cesser ces examens médicaux en cas d'accusation d'homosexualité. L'obligation de test anal pour les homosexuels poursuivis pour leurs pratiques sexuelles serait désormais assouplie en Tunisie. Pourtant, la nouvelle, le ministre tunisien des droits de l'homme n'a toutefois donné aucune date pour l'entrée en vigueur du dit engagement. Déjà en mai, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève a transmis à la Tunisie 248 recommandations pour améliorer les droits humains. Si elle a accepté 189 d'entre elles, elle a rejeté le reste, et notamment celle prônant l'abrogation de l'article 230 du Code pénal sur la sodomie, la base de la législation punissant l'homosexualité de 3 ans de prison. Il faut tout d'abord préparer la société civile
C'est justifié le ministre tunisien des droits de l'homme. Par le passé, un ex-ministre de la Justice s'était dit en faveur de l'abrogation de l'article 230 qui est la base des condamnations pour homosexualité, mais le président tunisien Béji Caïd Essebsi s'y était catégoriquement opposé. Depuis la révolution de 2011 qui a mis fin à la dictature de Ben Ali, les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont sorties de l'ombre, mais leurs conditions restent précaires du fait d'un rejet social encore violent et d'une législation qui leur demeure hostile. Jouissant d'un score électoral décevant, Angela Merkel s'attelle ce lundi à la tâche difficile de former une nouvelle majorité dans un paysage politique éclaté. Tout ceci sous l'effet de la percée historique de la droite nationaliste. Déjà, ce matin, l'état-major de son parti conservateur CDU se réunit pour tirer les premières leçons d'un scrutin législatif où il n'a recueilli que 33% des voix, son plus mauvais score depuis 1949. La 4e victoire consécutive de la chancelière au pouvoir depuis 2005 a un goût amer pour elle. La formation d'un gouvernement s'annonce très compliquée. Laminée avec leur plus mauvais score, eh bien, les sociodémocrates du SPD ont décidé de quitter la coalition avec la chancelière et de rejoindre les bancs opposition. Eh bien, les négociations pourraient donc prendre bien des mois. Nous poursuivons ce journal avant de boucler donc direction le Japon. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe devrait donc annoncer ce lundi qu'il a décidé de dissoudre la chambre basse du Parlement. L'objectif est de provoquer des élections législatives anticipées dans le but de faire approuver ses orientations politiques. Au Japon, le chef du gouvernement a prévu s'exprimer au cours d'une conférence de presse à Tokyo pour justifier sa décision de dissoudre la chambre basse du Parlement. Pourtant, il excluait officiellement cette hypothèse il y a moins de 2 semaines. La dissolution devrait être prononcée le 28 septembre, jour d'ouverture d'une session parlementaire extraordinaire. Le cas échéant, le scrutin aurait lieu le 22 octobre. L'opposition et nombre de commentateurs dénoncent une décision arbitraire et des buts inavoués. Il a probablement décidé de dissoudre la Chambre basse avant la session parlementaire et d'appeler à des élections anticipées afin qu'il puisse assurer une administration stable au cours des 4 prochaines années. Sa priorité est de rester au pouvoir au risque de perdre sa majorité actuelle de 2/3 des sièges. Les partis d'opposition n'ont pas réussi à s'unir et à présenter un ensemble de mesures contre l'administration d'ABE. C'est pour cette même raison que les électeurs n'ont pas vraiment d'autre option lors des élections générales. En provoquant des élections maintenant, Abe veut profiter de l'état de déliquescence du principal rival, le Parti démocrate, qui vient de changer de président et a perdu une de ses figures montantes dans un scandale d'adultère. C'est la fin de ce journal. Merci à tout un chacun de vous de nous avoir reçus chez vous. Restez en compagnie des programmes de Sika. Bonne journée.